Alors, je m'appelle Adrien Fernic, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Schiltigheim et depuis maintenant j'habite de nouveau à Strasbourg. Je suis le papa de 2 petites filles et j'ai une merveilleuse épouse également. Aujourd'hui, mon métier, c'est au musée alsacien, je suis médiateur culturel, c'est-à-dire que je m'occupe de la programmation, visites, conférences, concerts, tout ce qui se passe au musée en termes d'événementiel et j'accueille les groupes, ça peut aller des tout petits de 3 ans à des personnes handicapées ou à des gens qui viennent, des touristes, en français, en allemand et bien sûr en alsacien. À côté de ça, je suis aussi traducteur français-alsacien, alsacien-français, avec la particularité en fait que l'alsacien n'est pas ma langue maternelle, c'est une langue que j'ai apprise avec mon épouse, donc il y a à peu près 12 ans maintenant que j'ai commencé à l'apprendre. Et très vite, c'est devenu une langue qui a pris une place très importante dans ma vie, à tel point que c'est aujourd'hui la langue que je parle exclusivement avec mes 2 filles. Et voilà, pour moi, c'est plus une langue apprise ou seconde, c'est vraiment une langue familiale, au même titre que l'est aussi pour moi le français. La base, ce qui fait la culture alsacienne, ça passe par la langue. Ça ne veut pas dire que pour être acteur de la culture alsacienne, il faut savoir parler l'alsacien, mais il faut qu'il y ait une identification, une appropriation de cette langue, que ce soit par quelques mots, que ce soit simplement par quelque chose qu'on dit, bah voilà, ça fait quand même partie de ce que je suis. Pour moi, c'est accessible à tout le monde. Il y a des exemples, par exemple, qui existent dans l'est de l'Allemagne, il y a les Sorabes, qui parlent une langue slave, en pays germanophone, et c'est une langue qui a beaucoup périclité, qui aujourd'hui est quand même protégée, plus que l'alsacien en France, mais le fait est que beaucoup de Sorabes, en fait, ne parlent plus le Sorabe. Et pourtant, ils sont les premiers à insister pour que le Sorabe soit là partout, même s'ils ne le comprennent plus, mais juste parce que ça fait partie d'eux-mêmes. Donc pour moi, voilà, la langue, ça va être le substrat. Si aujourd'hui, même si la culture alsacienne peut s'exprimer aussi en français, ou même dans d'autres langues, si l'alsacien disparaît complètement, ou si plus personne ne s'identifie à cette langue, tout le reste en fait va très vite disparaître. Peut-être qu'on aura encore quelques petites choses folkloriques pour les touristes, mais tout ce qui est soutenu par la langue, c'est la gastronomie, c'est l'architecture, c'est un art de vivre, c'est une façon d'être au monde, on pourrait dire. Tout ça risque de disparaître avec la langue, en tout cas toute cette spécificité alsacienne. L'Alsace a sans doute besoin de se réinventer, de réinventer son identité. Et on parle pour cette époque, il y a 120, 130 ans, de l'invention de l'Alsace, en disant que finalement c'est une prise de conscience qu'il y a une spécificité, et on va essayer d'étudier cette spécificité, parfois même de l'exacerber, parce que contre les Allemands ou contre les Français, je pense qu'aujourd'hui c'est plus du tout ce contexte-là, mais malgré tout, on a quand même besoin d'exister. Et ça veut dire qu'il faut qu'on trouve comment, en alsacien on dit souvent « wir willen blijven was wir zijn », on veut rester ce qu'on est. Et ça ne veut pas dire « wir willen blijven was wir vor 100 Jahren gewesen sind », ça ne veut pas dire voilà, qu'on veut rester ce qu'on était il y a 100 ans, mais ça veut dire qu'il faut se poser la question de ce qu'on est et surtout de ce qu'on veut être, et essayer de rester fidèle à cette idée-là. Voilà. Quelque part, si je devais représenter l'Alsace, alors c'est mon Alsace à moi, mon Alsace rêvée, qui ne sera pas forcément la même que les autres, mais c'est vraiment une importance au niveau de la langue, parce que ça c'est moi ce qui me touche le plus, et c'est ma façon de vivre l'Alsace vraiment au quotidien, de vivre la langue et les langues. On profite de notre histoire pour, premièrement, se réapproprier la langue alsacienne, sa sœur naturelle qui est l'allemand, et aussi qu'on aille plus loin dans cette démarche du multilinguisme et qu'on accueille toutes les langues qui existent sur notre territoire, parfois même depuis extrêmement longtemps, et que finalement ce soit plus seulement que la langue alsacienne ou que le français qui soit notre langue, mais que ce qui est notre rapport à la langue en général, ça soit le multilinguisme, et que ce soit quelque chose qui soit soutenu, qui soit valorisé, et pas que quand il s'agit de l'anglais ou d'une autre langue de prestige, mais aussi quand il s'agit du turc, quand il s'agit d'un dialecte africain, etc. Parce que c'est une richesse qui va être vraiment importante.
Pour moi, ça pourrait être vraiment un axe qui personnellement me parlerait beaucoup de développement de ce que peut être l'Alsace. Voilà, le bilinguisme et le multilinguisme. Les populations qui sont arrivées en Alsace il y a peut-être 50, 40, 30 ans, et bien effectivement, dans leur bagage linguistique, l'alsacien n'est plus là. Et effectivement, la langue qu'ils ont appris en arrivant, c'était le français. Parce que déjà, à cette époque-là, eh bien, le français avait largement pris le dessus avec l'alsacien. Et donc, effectivement, les langues, on apprend les langues dont on a besoin. Hein. Il n'y a pas de, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'apprend un petit enfant, eh bien, il va apprendre les langues dont il a besoin pour se débrouiller, quelles qu'elles soient. Donc c'est quelque part tout à fait normal que l'alsacien ne fasse pas partie des langues qu'ils peuvent maîtriser. Ce qui est plus triste, c'est que beaucoup de générations de ces gens, après une ou deux générations, eh bien, la langue d'origine aussi a été complètement perdue, parce que très dévalorisée par l'ensemble de la société française qui confond un peu les termes intégration et assimilation, et qui a quand même d'une manière très ancrée l'idée que pour bien savoir une langue, en fait on peut en savoir qu'une seule, et évidemment ça sera le français. C'est pour ça que moi je ne pense pas vraiment que l'alsacien soit en concurrence, alors en concurrence peut-être, mais que ne soit pas en compétition avec des langues arrivées récemment, parce que les langues elles s'additionnent en fait dans la tête des individus, et c'est d'ailleurs le cas qui est le plus général sur le monde entier, où il y a beaucoup de pays en fait où les gens parlent 2, 3 langues, parfois même plus, et que c'est des situations totalement généralisées. C'est une invention quand même assez récente, qu'il faudrait que les individus soient monolingues, et je pense que c'est dangereux comme idée, parce que les gens sont obligés de choisir. Est-ce que je suis turc, est-ce que je suis français, est-ce que je suis alsacien? En fait, c'est à chaque personne de répondre à cette question tout seul, mais il doit pouvoir dire les trois, sans qu'on lui demande sa préférence ou ce qu'il doit choisir. Alors évidemment, en France, c'est clair, hein, pour moi, il faut qu'il y ait une langue commune pour qu'on puisse tous se comprendre, et c'est évident que c'est le français. Mais ça ne veut pas dire que les langues locales ou les langues arrivées récemment doivent disparaître. Alors après, se pose aussi la question, est-ce que l'alsacien, c'est aussi la langue de gamins qui sont nés en Alsace, mais peut-être de parents arrivés de pays plus lointains, ou de grands-parents arrivés de pays plus lointains, puisque c'est souvent aussi ça aujourd'hui? Eh bien, moi je pense que oui, ça fait partie de leur culture. Alors généralement, ils ne la parlent pas, ils ne connaissent pas. Parfois même, quand j'accueille des classes au musée, je leur dis toujours quelques mots d'alsacien, et je leur demande est-ce que vous savez ce que c'est comme langue, et parfois même ils hésitent, ils ne savent pas. Des fois ils essayent l'allemand. Après, ils savent quand même qu'ils sont dans le musée alsacien, donc ils devinent quand même que c'est l'alsacien. Mais ensuite, voilà, on essaye de voir un petit peu comment est-ce qu'ils sont réceptifs. Mais en fait, oui, ils sont réceptifs à ça, parce que l'enfant, il n'a pas de préjugés par rapport à une langue. Donc, en fait, le fait que l'alsacien ne fait pas partie de leur culture, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils n'aiment pas l'alsacien. Pour moi, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que dans l'ensemble de la vie publique, et dans les médias très largement, dans les institutions publiques, à l'école évidemment, eh bien, la seule proposition linguistique qu'il leur est faite, c'est le français. Si la proposition de base qui leur a été faite est le français, l'alsacien et l'allemand, eh bien forcément, ça ferait partie de leur bagage linguistique, et à un moment donné, ils ne se poseraient plus tellement la question. Évidemment, on peut se dire c'est un peu compliqué, ils parlent peut-être déjà une autre langue que le français à la maison, et en plus, à l'école, on va leur donner 2 langues supplémentaires. Aujourd'hui, les travaux du bilinguisme montrent qu'effectivement, un enfant, il apprend autant de langues dont il a besoin. Mais bon, là, effectivement, il y a un travail à faire de changement aussi de mentalité, même parmi les professionnels de l'éducation. Mais à mon avis, voilà, ça serait une solution. Pour moi, ça serait une piste qui serait une belle piste à poursuivre. Au musée alsacien, il y a un côté idéaliste, romantique, on pouvait dire romantique tardif, on pourrait dire, de cette époque, qui donne une image qui est totalement rêvée de l'Alsace, avec des choses qui sont pas toujours justes, et beaucoup de choses qui ne sont pas du tout représentatives du quotidien rural des Alsaciens au XIXe siècle. Voilà, ça fait partie de l'histoire, hein, de cette construction de l'identité alsacienne.
une espèce de vie rurale rêvée, etc., de pays de cocagne, alors que déjà à cette époque, pratiquement tout le Haut-Rhin est très industriel et beaucoup de gens n'ont plus du tout ce mode de vie rural. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, dans votre question, si réinventer l'Alsace, c'est se dire il faut essayer d'avoir un élan romantique qui dirait, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est ça, surtout que cet élan romantique, il a été dans beaucoup de régimes un petit peu tourné d'une façon totalitaire, et donc c'est en France le roman national, je ne parle évidemment pas de l'Allemagne nazie, mais il y aurait beaucoup d'exemples à donner. C'est plus comme ça qu'on crée une identité, et en fait l'identité, ce qu'il a créé, c'est les gens qui se reconnaissent comme alsaciens. C'était Trian, donc pour les Bretons, qui disait qu'est-ce que c'est que d'être breton? Et ben finalement, c'est à chacun de se reconnaître au nom breton. Et si plus personne ne se reconnaît breton, ou si plus personne ne se reconnaît alsacien, chacun à sa façon en fait, et bien du coup l'Alsace n'existe tout simplement plus. Mais c'est aux gens de choisir en fait collectivement et de manière un peu inconsciente quelle forme ça va avoir. Pour moi, ça me semble difficile de dire aux gens, voilà, l'Alsace, on veut que ça soit ça, et on va aller là-dedans, et puis ceux qui ne sont pas d'accord restent sur le bord du chemin. C'est pas ma vision de la chose. Après, pour moi, c'est simple, puisque je n'ai pas à décider ça. Je ne suis pas politique, je ne suis pas chef du Grand Est ou des départements ou un mania, donc voilà, je peux m'en tenir à ça, mais ça me va bien. Hans Arp, effectivement, il dépasse complètement l'alsacianité. Pour lui, c'est un fer de lance qui va lui permettre de faire tout autre chose et d'atteindre une universalité. C'est pas forcément le cas d'autres artistes qui, hors contexte alsacien, se comprennent moins ou peu, ou parfois pas du tout. Que ce soit André Weckmann, Germain Müller, même Claude Vigée, en tout cas dans les textes qui sont vraiment en alsacien. Mais effectivement, lui, il va jouer et là, la langue est extrêmement importante pour lui, évidemment, dans le mouvement Dada, etc. On joue avec la langue comme un enfant joue avec de la neige, et c'est ça qui, pour moi, oui, effectivement, pour moi, je ne peux comprendre l'itinéraire de Hans Arp que parce que il a comme moi, alors j'aurai jamais son talent, mais il a comme il partage avec moi, à 100 ans d'écart, le fait de penser, de lire, de créer, d'inventer avec plusieurs langues. Est-ce que l'Alsace est le pays de la traduction? Peut-être. Ça serait super que ça le devienne. Mais vraiment, je pense que c'est par le fait, voilà, de jongler avec plusieurs langues qu'on peut arriver à quelque chose. Mais en même temps, ça ne veut pas dire s'oublier. Parce que ce que je vois, moi, avec le musée alsacien, des gens d'univers très différents, je fais beaucoup de visites pour des primo-arrivants, des gens qui arrivent, parmi eux des réfugiés, des gens qui ont des parcours de vie un peu compliqués. Et finalement, tout ce que je leur montre, en fait, leur est directement accessible. Parce que, effectivement, c'est des choses alsaciennes, on a des stubs, on a des meubles polychromes, on a des costumes avec des coiffes. On pourrait se dire, mais les gens qui viennent de Syrie ou de Russie, mais qu'est-ce que ça leur dit vraiment? Mais en fait, toute cette culture de base, c'est ce qu'on appelle les arts et traditions populaires, c'est finalement montrer comment les humains, comment un groupe humain particulier, en l'occurrence les Alsaciens, vont répondre à des besoins qui sont universels, qui sont manger, dormir, s'habiller, etc. Et ça parle en fait à tout le monde. Et c'est pour moi ma vision du multiculturalisme, on l'appellera comme on veut, ou en tout cas de l'ouverture sur le monde, elle peut se faire qu'avec une certaine fierté, ou en tout cas une connaissance de qui on est. Parce que si on veut être prêt à accueillir ce que l'autre va nous apporter, va nous donner, eh bien il faut qu'on puisse être prêt aussi à lui donner quelque chose, à lui apporter quelque chose. Pour moi, ça peut se nourrir que dans un échange, et des gens qui disent « Ah ben, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à l'Alsace, etc. T'es extrémiste ou t'es machin. » Sois plutôt ouvert sur le monde. Ben, je dis, moi, ma façon, en tout cas la meilleure façon que j'ai trouvée pour moi, d'être ouvert sur le monde, c'est d'arriver vers le monde en ayant aussi quelque chose à lui apporter. Et ce quelque chose, c'est ma culture alsacienne et ce qui me fait moi.
Maintenant, on veut dire, oui, l'Alsace, terre d'excellence du bilinguisme, ça serait super si on avait une collectivité à nous, on pourrait faire ça. Mais bon, on avait quand même pas mal les moyens, et aujourd'hui, avec les 2 départements, et même en faisant partie du Grand Est, on aurait quand même des moyens de faire des choses. Et le fait est qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui a été fait. Alors évidemment, il y a l'enseignement bilingue, qui est une des rares choses tangibles qui est née bien après, mais qui va sur la lignée de ce mouvement culturel des années 70. Mais voilà, malgré tout, c'est quand même bien peu de choses en fin de compte. C'est sûr que, puisque vous m'avez un peu demandé personnellement, voilà, qu'est-ce que je mettrais dans cette coquille. Pour moi, l'Alsace dont je rêve peut-être, moi je la vis au quotidien, dans ma famille, avec des amis. J'ai beaucoup d'amis, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, que ce soit par le théâtre, par des associations qui parlent alsacien, de mon âge, où je peux faire tout un tas de choses en alsacien. J'ai des amis en Allemagne, j'ai des amis en Suisse. Donc, on va dire, cette chose-là, je la vis. Et le fait de le vivre, c'est ce qui me permet le plus de me dire que c'est possible, parce que je vois que c'est possible pour moi. En même temps, je vois qu'il y a des choses qui restent un problème. De me dire voilà, mes filles, par exemple, elles ne peuvent pas avoir d'enseignement dans leur langue maternelle. Voilà, il n'y a pas d'enseignement en alsacien actuellement, français-allemand, et dans les écoles publiques en tout cas, l'alsacien, quand il y en a, on peut être content, mais pourtant c'est quand même le substrat linguistique sur lequel il faut s'appuyer. Mais c'est pas le cas. Et en même temps, je vois, bah oui, aussi, voilà, je me définis comme alsacien, mais finalement, comment l'Alsace peut décider de son destin. Alors oui, on peut imaginer que tout le monde va se lever d'un bon pied le matin et va dire on va faire quelque chose de l'Alsace. Oui, là c'est sûr, tout serait obligé de suivre derrière. Mais finalement, aujourd'hui, sans représentation politique, sans des moyens pour faire une politique linguistique, si on se place plus au niveau familial, personnel, mais au niveau global, on voit que ça devient très compliqué. Et dans les exemples que j'ai pu citer de renaissance ou de revitalisation d'une langue, ça va toujours avec un pouvoir décentralisé très fort. Catalogne espagnole, Pays de Galles en Grande-Bretagne, évidemment je ne parle pas de l'hébreu avec l'État d'Israël. Donc c'est une condition. Après, si on a ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais c'est une condition pour qu'il y ait une renaissance linguistique et une augmentation de la connaissance et de la compétence en alsacien, en allemand, en Alsace. Ah, s'il n'y a que le combat politique, c'est comme vous dites, on va de nouveau avoir une coquille et on ne va pas savoir quoi mettre dedans. Et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher au mouvement actuel, parce que finalement, même à l'époque du référendum, c'était super, on va fusionner la région et les 2 départements. Et moi, ma question, c'est oui, mais on va faire quoi concrètement? Ah, pourra peut-être faire ça, peut-être que ça va améliorer le truc. Oui, mais en fait, vous auriez mieux fait de vous poser la question d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire? Et vous en serez sans doute rendu compte qu'on pouvait peut-être déjà commencer à faire quelque chose. Et ensuite, effectivement, on arrive avec des arguments un petit peu plus solides devant les électeurs ou devant le pouvoir central, etc. Donc, voilà, le combat politique ou institutionnel, il vient aussi une fois qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut faire et qu'on a réfléchi vraiment aux solutions à mettre en œuvre. Ensuite, si effectivement les moyens ne suffisent pas, il faut en réclamer plus. Voilà. Plein de gens en Alsace, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'éducation, ont des propositions et ils savent ce qui éventuellement, potentiellement peut marcher. Sur la question linguistique en particulier. Mais effectivement, ensuite, quand on a vu les campagnes de com, quand on en a même dans les journaux, etc., finalement, on n'a pas arrêté de dire sur les sondages ce que ça a marché, ce que ça n'a pas marché, est-ce qu'on va avoir des conditions plus favorables du Parlement ou pas, finalement pas. Mais on n'a jamais vraiment parlé du pourquoi faire, quoi. Et de finalement... à cette époque, je me disais toujours, mais plutôt que de dire allez voter pour une collectivité unique d'Alsace, le message ça aurait pu être de dire voilà, en ce moment, dans telle situation, ça se passe comme ça. Et nous, ce qu'on aimerait avec cette collectivité, par ce moyen-là, c'est que ça devienne ça, et que les gens aient une vision concrète de ce que ça pourrait devenir. Mais ça, effectivement, on l'a jamais eu. Mais voilà, je pense que c'est quand même essentiellement la responsabilité de ceux qui ont porté ce projet, dont je ne fais pas partie.
c'est une idée un peu commune de dire que les peuples tristes se réfugient dans la boisson et dans la nourriture. Hein. On l'a dit des Bretons, hein, qui ont la réputation de tout en boire, etc. C'est sans doute pas aussi simple que ça, mais c'est une façon, effectivement, comme Tommy Ungerer l'a dessiné, hein, c'est la politique de l'autruche qui plonge sa tête dans le Kuhgloff. Comme ça, finalement, tout va bien. Et en Alsace, je pense que c'est très important. Surtout qu'en fait, quand on regarde comment vivaient nos ancêtres du 19e siècle, sur lesquels on a parfois quelques fantasmes, ils ne mangeaient pas tous les jours de la choucroute ou du jambonneau. Le repas du soir classique, c'était un grand bol de café au lait où on trempait des bouts de pain dedans. Ou du lait caillé, dans lequel on trempait des bouts de pain dedans. Je dirais que c'est plus le touriste qui a quelque chose à perdre de la disparition de l'Alsace, parce que quand tout le reste aura disparu, et qu'il ne restera que la carte postale, que le carton-pâte devant, et bien le carton-pâte il va commencer à se fissurer et il va disparaître à mon avis très vite aussi. Et il aura plus aucune signification. Ça sera voilà, ça sera du décor tout simplement. Il y a des volontés, comme vous l'avez dit, hein, artistiques, politiques aussi, ça existe. Voilà, par rapport à la langue, et chacun un peu dans son domaine et par rapport à sa sensibilité, de s'inscrire dans un mouvement qu'on pourrait appeler peut-être néo-mouvement culturel alsacien, mais effectivement, actuellement, ça n'a pas assez de force, ou c'est pas suffisamment une lame de fond, ou c'est pas suffisamment... parce qu'il y a des différences, il y a des gens il y a des différences idéologiques, d'autres qui sont plus sur l'allemand, d'autres qui sont plus sur l'alsacien, d'autres qui sont sur les deux, mais où finalement beaucoup d'histoires personnelles et comment on voit les choses soi-même empêchent actuellement de créer un mouvement qui aurait une force suffisante, on va dire, pour renverser la vapeur et faire quelque chose de nouveau. Mais malgré tout, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, d'artistes. Au musée, on fait intervenir beaucoup d'artistes, que ce soit musiciens, qu'ils soient conteurs, qu'ils soient artistes plastiques, etc. Et en fait, des gens qui sont alsaciens depuis toujours ou depuis 2 heures, et quand même les codes alsaciens, ce qui fait partie de la culture alsacienne, y compris des choses plus anciennes, sont une source d'inspiration qui est vraiment importante. Et malgré tout, c'est encore plus frappant quand on a des artistes qui arrivent en Alsace et qui se rendent compte de ce qui existe et qui s'emparent du costume, de l'architecture, etc. pour créer ensuite leur propre univers artistique à eux. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Après, je ne peux pas vous dire quelle proportion c'est ou si c'est ça qui va renverser, mais il y a quand même un substrat qui est quand même encore très puissant. Et si on peut le quantifier, on peut voir dans les sondages qui montrent l'attachement à l'Alsace ou à une identité alsacienne, c'est qu'on est quand même en Alsace un des plus hauts taux d'attachement à la région de toute la France, dans des scores comparables à la Corse ou à la Bretagne. Et voilà, il y a quelque chose à faire. Alors peut-être qu'on arrivera à se réveiller comme les Bretons, essentiellement sur le domaine culturel, mais aussi linguistique, où ils sont quand même un modèle. Peut-être que ça se réveillera plutôt sur le modèle corse, où là on retrouve la langue et puis un aspect politique très important, mais qui est lié à l'histoire de l'île. Peut-être qu'il y aura une voie alsacienne à inventer, ça j'en sais trop rien. C'est un peu l'histoire-fiction là pour le coup, c'est un roman à écrire. Je pense que malgré tout, les Alsaciens méritent mieux, en tout cas je veux l'espérer, parce que c'est pas forcément extrêmement glorieux. Il y a quand même des régions qui ont des politiques qui sont plus combatives par rapport à toutes ces questions. Clairement, ce qu'on voit, moi ce que je vois depuis que je m'intéresse à ces questions, depuis une quinzaine d'années, qu'à chaque fois qu'il y a eu un combat mené pour la langue, même des combats tout petits, que ce soit pour capter la télé allemande, que ce soit pour les professions de foi en allemand, des choses effectivement qui sont anecdotiques peut-être. À chaque fois qu'il y avait un combat à mener, eh bien, les Alsaciens, et à commencer par leur politique, ont cédé facilement, pratiquement sans broncher. Et dans d'autres régions, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on prend l'exemple corse, eh bien, à chaque fois qu'il y a un combat à mener pour la langue, eh ben, ils y vont à fond. Alors ça ne veut pas dire qu'ils gagnent à chaque fois, mais en tout cas, ils ont combattu et au final, c'est quand même, ça marche quand même un petit peu mieux.
Je pense que le peuple alsacien a perdu le goût du conflit ou de l'affrontement, pour plein de raisons qui s'expliquent très bien. Mais du coup, il préfère ne pas aller au conflit et il préférera se coucher en se disant que de toute façon, dimanche prochain, on va manger une bonne choucroute, alors c'est pas si grave tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très très ancré, mais je pense que malgré tout, il y a quand même une bonne partie de la population qui est prête à ce que ça change. Et voilà, les gens de ma génération, nous, on n'a pas connu, nos parents n'ont pas connu la période de la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, les seules personnes qui nous en parlent, ben, ça a été nos grands-parents, mais voilà, ça a peut-être moins de poids que le discours des parents. Et on n'est plus dans ces complexes-là. Alors évidemment, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, sur les gens qui ont 30 ans, voilà, on est peut-être 10 ou 15% à parler alsacien ou à le comprendre. Donc voilà.